Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on vient juste de se connecter. Je vois que les participants se connectent au fil de l'eau. Bonjour Xavier, bonjour Christian, Salut Xavier. Vincent, Baptiste, je passe. Nathalie, bonjour. Yann, Pierre-Jean, bonjour. On va commencer d'ici 2 minutes. On attend que les gens se connectent. Ça arrive au fil de l'eau. Salut Yann, salut Nathalie. Bonjour Monsieur Sovia, ça faisait bien longtemps. Ravi de t'avoir avec nous. Je ne sais pas si tu peux pas répondre, en tout cas ravi de t'avoir avec nous. Salut Vincent, à qui j'ai pas dit bonjour Yann, j'ai dit, et bonjour Pierre-Jean. Ouais, bonjour à toutes et à tous. On est déjà assez nombreux, ça se connecte. Hop. C'est toujours un format particulier d'être dans un seul sens et de ne pas vous entendre. N'hésitez pas à utiliser le chat qui est à droite de votre écran si vous voulez échanger, communiquer, si vous avez des remontées à nous faire. Vous pouvez passer par ce canal-là. Vincent, on a bien vu ton message. On va essayer d'envoyer un lien à ton stagiaire pour lui permettre de se connecter. Ça marche. Bon, a priori, le chat fonctionne correctement. Ok, ça marche. Bon, écoutez, moi je vous propose de commencer dans 30 petites secondes si ça vous convient. Alors, brièvement, je vais me présenter. Moi, je suis Olivia Denis, je suis responsable marketing et de la communication chez Envolis. Et donc, je vais animer très succinctement ce webinaire parce que je ne suis pas dans la technique. Donc, les speakers du jour, on a pour Envolis François Leroy, donc, qui est le dirigeant et le directeur technique de l'entreprise. Melvin Richard, qui est donc le directeur commercial d'Envolis, qui va introduire l'événement, qui le clôturera également, et puis évidemment qui sera à votre disposition si vous avez des questions d'ordre commercial. Kevin Coulon pour Alzo, qui va faire et mettre en avant la partie MFA, et puis Ilias à Boissam pour Hermitage Solutions, qui va mettre en avant la partie Keeper, gestionnaire de mots de passe. Bonjour. Voilà pour ça. Donc, le sujet, vous le connaissez tous, gestion des mots de passe et MFA pour protéger donc, vos comptes et la sécurité de votre entreprise. Je vais donner la main à Melvin qui va pouvoir amorcer ce webinaire. Merci Olivia. Alors, hop. On a donc un petit programme aujourd'hui où on va rebalayer un petit peu les enjeux de la double authentification et du gestionnaire de mots de passe, tour d'horizon des différents facteurs d'authentification et des modes d'utilisation, les bonnes pratiques pour reposer un petit peu les basiques pour renforcer la sécurité de vos mots de passe. On reviendra un petit peu sur ce qu'est réellement l'OTP, un mot qu'on entend beaucoup, mais qui peut parfois être un peu flou pour certains d'entre nous. Pour quelles raisons la double authentique est-elle un minimum requis aujourd'hui et jusqu'où on peut aller, puisqu'on peut faire plus aussi, et dans quel cas faire à minima ça ou plus. Voilà, on va pouvoir l'aborder ensemble. Comment derrière intégrer le MFA, donc la double authentification, sur vos outils Microsoft 365 et plus largement sur l'OS Windows. Et puis, Ilias nous fera derrière une présentation, une démonstration même de l'outil Keeper, à la fois côté utilisateur-administrateur et surtout vous montrera comment utiliser Keeper pour gérer de la double authentification sans smartphone professionnel grâce à Keeper. Voilà, et puis on aura toute une phase de questions-réponses à la fin, mais n'hésitez pas à poser vos questions de toute façon au fil de l'eau dans le chat et on pourra peut-être y répondre aussi au fur et à mesure.
Voilà, donc vous êtes nombreux, certains d'entre vous nous connaissent déjà très très bien, d'autres un peu, voire beaucoup moins. Donc on va quand même juste resituer rapidement qui est Envolis. On existe depuis 15 ans, basé à Montaigu en Vendée. On est vraiment sur deux expertises de service managé, donc sur plutôt la dimension informatique, et de services de sécurité managé sur la partie cyber. Notre but, tout simplement, c'est de faire en sorte que vos utilisateurs puissent travailler et oublier que l'informatique nécessite des gens comme nous pour fonctionner. Voilà. On est une petite trentaine aujourd'hui avec 2 tiers de l'effectif technique. On a 150 clients et une grosse moitié de nos clients sont des clients dits service managés. Donc, ça veut dire qu'on s'occupe vraiment de l'ensemble du périmètre de leur informatique, des mises à jour, au support, aux interventions, etc. Et on fait un petit peu moins de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à ce jour. Voilà, ça pose les bases. Et quels sont finalement nos métiers aujourd'hui chez Envolis? Pour faire très très simple, on intervient sur 4 grandes briques métiers que sont le Modern Workplace, donc où on va parler de tout ce qui est poste de travail et licences associées, donc d'antivirus, d'outils collaboratifs, sur lequel d'ailleurs on fait de la formation, donc pour bien utiliser Teams, pour avoir de la téléphonie fixe dans Teams par exemple. De l'infrastructure, qui est un métier historique du prestataire informatique, hein, donc on va pouvoir s'occuper de serveurs, de solutions de stockage, de sauvegarde, de réseaux Wi-Fi, de switch, etc. Des offres cloud, dont une offre qui est portée en propre par Envolis sur nos propres data centers. Et puis une solution d'architecture centralisée, donc pour tout ce qui est publication de bureaux virtuels, donc pour des utilisateurs ou des sites distants qui doivent accéder à des serveurs qui sont bien souvent au siège. Et notre force, notre différence, notre plus-value aujourd'hui, c'est d'être capable d'appliquer les bonnes pratiques d'automatisation, d'industrialisation, de services managés sur ces 4 métiers, et toutes les bonnes pratiques de cybersécurité également, pour que à la fois en termes techniques, en termes informatiques, les outils soient disponibles, performants, et puis en termes de sécurité, vous ne risquez pas de couler votre boutique à la moindre attaque. Voilà. Pour faire vraiment dans les grandes lignes. Et concrètement, forcément, on s'appuie sur des partenaires technologiques pour faire tout ça. Donc, vous avez tout en haut de la pile Séquence Informatique, qui est un groupement aujourd'hui d'une petite cinquantaine d'acteurs comme Envolis en France, qui nous permet à la fois de bien acheter et de vous proposer des prix qui sont aujourd'hui très compétitifs, et aussi de regrouper des compétences avec nos confrères. Et du coup, l'union fait la force, d'être capable de s'adapter à des verticales, des technologies qui peuvent forcément pas tout être maîtrisées dans une boîte de 30 personnes. Donc voilà, c'est ça la force de Séquence. Sur la partie Modern Workplace, vous avez des marques bien connues de postes de travail que l'on peut proposer, d'outils collaboratifs comme Let's Sign It notamment, qui permet de gérer des signatures automatisées avec la possibilité de pousser des webinaires, par exemple, des événements, des actualités. Sur toute la brique infrastructure, on travaille beaucoup avec HPE Aruba, SimpliVity forcément sur la partie HPE, Datacore, et puis tous les autres éditeurs. Et en termes de sécurité, on va avoir toute une batterie d'outils, dont Keeper, et puis sur les autres items d'architecture centralisée ou d'hébergement, on va retrouver Etix ou Microsoft. Voilà, très rapidement pour Envolis, je vais passer la main à François pour rentrer dans le vif du sujet. Et c'est parti. Alors, on commence par quelques statistiques, puisque le Césin, qui est un club d'entreprises et de belles PME, nous dit qu'en 2022, à peu près une entreprise sur 5 n'utilise pas le MFA en France.
Sur le papier, ça fait finalement 4 entreprises sur 5 qui utilisent du MFA. Après, quand on descend dans les services, on peut se rendre compte que la finance utilise mécaniquement du MFA sur ses enjeux bancaires. Mais dans les services cloud, on est beaucoup moins bien équipé et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes connectés aujourd'hui. Ajouter un second facteur d'authentification bloque 99% des attaques par brute force, qui sont en général réalisées par des robots avec des bases de données. Eh bien, même si votre mot de passe fait partie, en tout cas, de la base de données ou s'il est récupéré et testé, eh bien, sans le second facteur, pas de capacité à s'authentifier. Et donc, mécaniquement, l'attaque est bloquée. Je fais rapidement un petit laïus par rapport aux services cloud, puisque vous le savez tous, mais les services cloud sont disponibles de n'importe où, contrairement à l'informatique on-premise qui était disponible jadis que dans nos entreprises. Et donc, ces services qui sont disponibles worldwide permettent à tous les attaquants d'y accéder et donc de n'importe où, de n'importe quand, de tester les combinaisons login mot de passe. La troisième statistique, c'est que 90% des comptes qui ont été compromis n'utilisaient pas de double facteur. C'est donc tout le sujet du jour. Qu'on a des utilisateurs qui utilisent régulièrement les mêmes mots de passe pour 65% d'entre eux, les mêmes mots de passe, ce qui est très humain. Aujourd'hui, le nombre de services cloud fait qu'on a besoin de beaucoup d'identifiants mots de passe, qui sont des fois les mêmes à la maison dans l'environnement perso que dans l'environnement professionnel. Et puis, on va parler aussi de robustesse des mots de passe, et puisque 80% des violations des données sont liées à des mots de passe qui étaient trop faibles ou trop courts. Alors, le tour d'horizon des facteurs d'authentification. On a, en dehors du facteur de connaissance, qui est le mot de passe que je connais, on a les facteurs de possession avec les clés qui peuvent être physiques ou logiques. On va retrouver aussi les cartes à puce, voilà, qui sont des facteurs de possession. On a les facteurs d'inhérence, c'est-à-dire qui je suis, avec on va dire des modèles d'authentification que vous connaissez tous déjà, qui vont être le lecteur d'empreintes, vous l'utilisez sur votre smartphone à titre individuel ou professionnel. Ça peut être les Face ID, la partie biométrique et physiologique. Et puis, il y a les facteurs qu'on appelle plutôt produits ou générés, qui peuvent être des facteurs limitants d'authentification, comme une localisation avec des adresses IP qui vont être, on va dire, dédiées pour les authentifications, qui vont permettre de sécuriser les authentifications. Et puis, des facteurs qu'on appelle générés, qui peuvent être des gestes avec le fait d'appuyer plus ou moins fort ou de faire une mécanique gestuelle pour une authentification que vous connaissez, je pense, tous sur la partie Android, par exemple. Comment on utilise ces facteurs? Voilà, tout simplement facteur d'authentification, MFA, multiples facteurs d'authentification, 2FA, double facteur d'authentification. Donc, comment on fait pour sécuriser tout ça? On en prend au minimum 2 et on les couple, en tout cas, on les assemble pour pouvoir augmenter la qualité de l'authentification et durcir l'authentification. Du côté des bonnes pratiques. Comment renforcer la sécurité des mots de passe? Alors, dans les bonnes pratiques, on utilise un gestionnaire de mots de passe, un coffre-fort même de mots de passe. L'ANSSI nous donne ces bonnes pratiques. Vous pourrez, en tout cas, on pourra vous donner le lien pour pouvoir aller les regarder sur le site de l'ANSSI. Mais un bon coffre-fort de mots de passe, des mots de passe robustes, des mots de passe forts qui vont permettre, en tout cas, qui vont inclure des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules. Et puis, vous pouvez utiliser le langage LIT qui permet de rendre des phrases simples en mots de passe complexes avec, on va dire, des nombres de caractères qui aujourd'hui doivent ou ont besoin de dépasser les 15 caractères. Et voilà, et je voulais vous faire aussi le petit retour, qui est un petit article qui est sorti le mois dernier sur Phone Android, qui est une intelligence artificielle qui s'appelle PassGAN, qui a été développée avec l'objectif spécifique de casser des mots de passe. Donc, l'IA vient aussi rechallenger un petit peu le modèle login mot de passe, puisque aujourd'hui, ça va aller de plus en plus vite pour casser les mots de passe faibles ou les mots de passe courts. Évidemment que je passe. Ouais, top. Alors, on a parlé d'OTP.
qui est bien sûr pas un gros mot. Qu'est-ce que veut dire OTP? Donc One Time Password, c'est-à-dire un mot de passe qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois, ce qui va donc rendre, en tout cas, ce qui va monter fortement le niveau de sécurité. L'OTP, c'est, comme on le dit, un code aléatoire qui est généré par un algorithme cryptographique. Il va être valable sur une période très courte, donc ce qui voilà, monte le niveau de la sécurité. Il peut être généré à partir d'une clé de sécurité matérielle, mais aussi d'une application mobile. Et spécifiquement pour Keeper et dans les raisons pour lesquelles on a ajouté la carte technologique Keeper à notre catalogue, qui va pouvoir être aussi généré par un plugin dans un navigateur web et donc nous affranchir de la capacité en tout cas de l'obligation d'avoir un smartphone pour l'authentification. Et puis, des applications mobiles d'OTP que vous utilisez peut-être déjà à titre perso pour sécuriser vos accès à vos réseaux sociaux ou à vos sites marchands, comme Google ou Microsoft Authenticator. Et puis, je le répète, Keeper qui vient s'ajouter en tant que solution professionnelle et également personnelle. On aura l'occasion d'en parler. Petit gâteau. Alors, pour finir, pour quelles raisons est-ce qu'on a besoin de double authentification? La première raison, c'est parce que c'est légal, parce que RGPD demande à ce qu'on puisse sécuriser l'accès à la donnée et puis que l'on puisse identifier quelles sont les personnes qui modifient ces données. Et donc, la double authentification permet de confirmer l'identité de la personne qui va accéder et modifier la donnée. La double authentification, elle permet effectivement de renforcer la sécurité. On l'a vu tout à l'heure, 99% des attaques robots brute force sont bloquées avec de la double authentification. Et le dernier point que je ne vois pas en bas, et le dernier point que l'on ne voit pas, qui est que la double authentification a une protection forte contre les attaques de phishing, puisque même si un de vos utilisateurs a reçu un mail de phishing et que malencontreusement il a mis ses identifiants, ça ne permet néanmoins pas à l'attaquant d'utiliser cette clé identifiant mot de passe pour aller se loguer sur le site, parce qu'il n'aura pas les facteurs d'inhérence ou les facteurs possédés. Et donc mécaniquement, on se protège des attaques phishing en mettant en place de la double authentification. Et je passe la main à Kevin. Et bonjour à tous. Du coup, je vais vous partager effectivement 2-3 slides concernant le MFA dans sa globalité et de ce qui est possible de faire avec Microsoft, bien sûr. Et du coup, juste après, je vais vous faire une petite démo pour voir un petit peu ce qu'on peut faire en plus du simple MFA pour aller plus loin. Normalement, vous allez voir mon écran qui va s'afficher. Alors, je ne vais pas forcément revenir sur les chiffres qui viennent d'être présentés, puisqu'effectivement, le MFA vient sécuriser vos mots de passe pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Très important de le faire parce qu'aujourd'hui, et c'est pas tout nouveau, mais les attaques sont de plus en plus fréquentes et surtout de plus en plus optimisées, de plus en plus complexes. Donc ce MFA va vraiment nous sécuriser, nous protéger en termes d'accès à l'identifiant de nos utilisateurs. On va juste faire peut-être une petite comparaison entre les différents types de MFA qui existent aujourd'hui. Vous avez des MFA avec des appels, avec des SMS. Je ne citerai pas les banques qui le font, par exemple, mais ce MFA-là est déjà très intéressant parce qu'il permet de couper court aux premières tentatives d'attaque. On a parlé de brute force, on parle aussi de password spray, on parle de beaucoup d'autres types d'attaques qui vont venir essayer de comprendre quel est l'identifiant, quel est le mot de passe. Le SMS permet d'avoir cette première protection. Malheureusement, il existe d'autres types d'attaques encore plus complexes qui viennent intercepter la communication et pour le coup, on va aller se rediriger plus vers des méthodes d'authentification qui vont être un peu plus sécurisées. On va parler notamment des authentifications par application et par le protocole FIDO. Au niveau de l'application, vous avez du coup un logiciel qui va être beaucoup plus sécurisé. On ne va pas pouvoir intercepter les communications. En revanche, on parlera de possibilité de faire du phishing tout de même sur ce type de MFA.
Alors, c'est très complexe et il faut savoir que les hackers, aujourd'hui, ne vont pas forcément sur le terrain complexe. Ils préfèrent s'attaquer à un terrain qui est plus simple, qui n'est pas sécurisé. C'est plus rentable pour eux. Il y a une vraie logique de rentabilité aujourd'hui chez les pirates. Donc, l'authentification par application est déjà une sécurité qui est très intéressante et qui serait même la minimum à mettre en place. Si vous avez envie d'aller encore plus loin en termes de sécurité, donc, du coup, vous avez le protocole FIDO, soit avec du Windows Hello, soit avec des clés, justement, qui vont d'ailleurs vous demander aussi du biométrique. On va le voir ensemble juste après. Donc, on va commencer par l'authentification avec l'application. Pour faire simple, vous avez du coup un smartphone qui va avoir un logiciel, quel qu'il soit. Alors, on parle de Microsoft Authenticator, ça peut être d'autres logiciels, mais en tout cas, vous allez avoir la possibilité de à la fois montrer ce que vous savez, donc votre mot de passe, ce que vous voyez, puisque vous allez recevoir une notification, on va le voir juste après, et ce que vous êtes, puisque vous allez avoir l'empreinte digitale à mettre en place avec le smartphone. Donc là, à ce niveau-là, on est plutôt pas mal contre les attaques. Ça va être aussi très intéressant parce que, on le verra plus tard, ce type d'authentification, je peux la demander selon certaines conditions. C'est ce qu'on verra dans la démonstration quand on parlera d'accès conditionnel. Au niveau de l'application en elle-même, donc elle se met sur un smartphone. Pour l'initialiser, il suffit simplement de rentrer son compte directement, donc avec le login et mot de passe, et puis avec l'administrateur, d'avoir, alors ça peut être un QR code à renseigner, mais ensuite on va simplement rentrer du coup nos informations. Donc ici, le login et le mot de passe, bien entendu, floué. Alors je vais juste avancer un tout petit peu ici, voilà. Et donc, vous allez avoir une notification de sécurité qui va vous demander est-ce que vous voulez effectivement bien configurer votre appareil pour pouvoir être utilisé en cas d'authentification de facteurs. Ça va prendre un petit peu de temps, mais finalement, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez vu un login, un mot de passe, une autorisation avec l'empreinte digitale et votre compte va être ajouté à l'application. On peut avoir plusieurs comptes d'ailleurs sur cette même application. Et cette application permettra d'avoir de l'OTP, justement, le One-Time Password. Alors, je vais juste revenir en arrière, du coup, pour que vous le voyez bien. Donc, une possibilité d'utiliser du One-Time Password, donc ce code qui va être éphémère et qu'il faudra rentrer lors de la connexion. Ou bien, vous avez la partie passwordless, à partir du moment où l'administration a autorisé ça sur vos comptes. Vous n'avez plus besoin de mot de passe et ce sera effectivement l'empreinte digitale qui va faire le travail. En termes de connexion à vos logiciels, ça va ressembler à ça. Vous allez vous connecter sur vos logiciels préférés. On va prendre ici simplement la partie Office avec, encore une fois, le login, le mot de passe qui va être unique, bien entendu, par utilisateur. Une fois qu'on aura entré ces credentials, donc je vais aussi avancer un tout petit peu, voilà, vous allez avoir, hop, ici, on va vous demander d'aller sur la notification et de matcher le code qu'on vous montre à l'écran. Donc, il faut que le pirate ait à la fois l'écran et votre smartphone puisse dire qu'il a vu la notification avec le numéro 25 ici et rentrer l'empreinte de manière à pouvoir accéder au logiciel. On a pris ici l'exemple d'Office 365. Ce serait vrai pour toute autre application, bien entendu, que l'on irait protéger avec l'authentification multifacteur. Je vous l'ai dit, en termes de protection, on a donc cette authentification multifacteur. On a aussi quelque chose de plus sécurisé avec le protocole FIDO. Hello for Business, Windows Hello for Business est déjà un premier pas vers FIDO. C'est un protocole qui est beaucoup plus complexe aujourd'hui, qui est résistant à tout type d'attaque, même le phishing, et qui va permettre justement de se concentrer complètement sur le biométrique. Grosso modo, il va falloir faire un joli sourire à la caméra pour pouvoir se connecter. Et ce sera bien votre sourire qui sera pris en compte et pas celui d'un autre. Du coup, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, vous le comprenez, à craquer. Mais au cas où il y aurait un problème de caméra ou d'écran ou quoi que ce soit, vous avez quand même un code PIN qui vous sera attribué pour Windows Hello. La mise en place, elle est automatique. C'est-à-dire que, sauf à ne vraiment pas vouloir mettre de Windows Hello dans la stratégie de sécurité des appareils,
eh bien, c'est par défaut la proposition qui est faite à l'utilisateur lors de sa première connexion. Donc, pareil, comme d'habitude, on va rentrer le login, le mot de passe de l'entreprise et puis on va rentrer dans la configuration de Windows Hello. Ça va être de la configuration en clic, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez le setup à mettre en place et une fois que vous avez ce setup-là, la caméra va s'activer afin de reconnaître votre visage. Donc, ça va prendre un peu de temps juste pour être sûr de bien travailler justement toute la reconnaissance faciale. Vous allez créer un code PIN qui sera le code de sécurité supplémentaire en cas de problème avec la caméra, par exemple. Donc, ce code PIN à bien garder puisqu'il ne va pas être stocké du côté de l'Azure AD. Donc, c'est l'Azure AD pour ceux qui ont connaissance, on va déjà dire de Microsoft. Vous savez que c'est votre répertoire où il y a tous les logins et les mots de passe. Eh bien, ce code-là ne sera pas à l'intérieur. Ce serait vraiment un code qu'il faudra garder pour soi. Et ce code PIN, il faudra bien entendu le créer, le confirmer. Il sera utile, encore une fois, que dans des cas un peu exceptionnels où la caméra, par exemple, serait en panne. Ça peut arriver. Une fois que vous avez rentré toutes ces configurations, finalement, je vais avancer un peu parce que vous connaissez les minutes Windows. Voilà. Vous allez avoir la possibilité donc de vous connecter. Et ce qui est aussi très intéressant pour le coup, c'est que vous aurez à tout moment la possibilité via votre appareil de voir avec votre compte les types d'authentification qui sont mis en place pour l'appareil en question et pour les options de connexion. Et bien entendu, on pourra les paramétrer par la suite, les supprimer si elles ne nous valent pas, enfin si on en veut d'autres, bien entendu. Ce qui va aussi être très intéressant, c'est que ça ne va pas être une méthode d'identification qui sera utile que pour la connexion lors de l'allumage, mais aussi lors du verrouillage des sessions. Parce que c'est très bien d'avoir du biométrique, d'avoir de la sécurité, mais si on laisse son PC allumé à tous, à la vue de tous, sans jamais fermer la session, ça devient moins bien. On laisse finalement une grande porte ouverte à toutes les personnes qui pourraient passer devant. Si jamais on est en télétravail, dans un café ou autre, c'est moyen. Donc on n'oublie pas, bien entendu, lorsqu'on a terminé de travailler, soit d'éteindre son PC, bien sûr, ou sinon de verrouiller la session. Et cette session-là sera bien verrouillée avec la possibilité de déverrouiller via du Windows Hello. Donc on reste encore sur quelque chose de très sécurisé. Bien entendu, comme je vous le disais, en cas de problème avec la caméra, vous avez aussi la possibilité d'avoir le code PIN. Alors bien entendu, si j'ai oublié mon code PIN, je peux le réinitialiser avec mon administrateur, mais sinon finalement ça ressemble tout simplement à rentrer un mot de passe qui ici sera effectivement sécurisé puisque stocké nulle part. Et pour aller un peu plus loin encore, au niveau des protocoles FIDO, vous avez les clés FIDO2. Il existe de nombreuses marques et vous verrez aussi, bien entendu, tout ce que l'offre Envolis peut vous proposer. Mais ce qui va être très intéressant, c'est que cette clé-là, elle va apporter quelque chose de plus que Windows Hello. Windows Hello, alors je passe un peu ces slides-là, je vais vous montrer surtout une slide qui est très importante, c'est celle-ci. Windows Hello, je le configure pour un ordinateur, pour un appareil. Bien sûr, je peux avoir plusieurs appareils, mais il va falloir faire plusieurs configurations. Alors que la clé en FIDO2, je vais avoir la possibilité de l'emporter avec moi et de finalement la plugger sur n'importe quel appareil. Il existe des clés USB, il existe des clés NFC, puisqu'on pourrait aussi les utiliser pour nos mobiles. Et finalement, ces clés-là, je ne suis pas limité avec les appareils, je peux les emporter un peu partout. Et bien entendu, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir déverrouiller donc pas seulement des ordinateurs portables ou fixes, mais comme je vous le dis aussi avec des mobiles, puisque les clés NFC sont disponibles. Et là, je vais vraiment pouvoir répondre à un besoin aujourd'hui du marché qui est de me pouvoir me connecter sur toutes les applications sur n'importe quel appareil et ce, en toute sécurité. Pas de compromis là-dessus. Donc, les clés de sécurité augmentent pas forcément la sécurité par rapport à Windows Hello, puisque c'est le même protocole, mais augmentent le confort et la possibilité d'être mobile sur plusieurs appareils. Donc ça, c'est extrêmement simple aussi à mettre en place, puisqu'il va simplement falloir enregistrer la clé sur l'appareil, sur les différents appareils. Mais pour ça, il va simplement falloir aller sur le compte utilisateur.
puisque là, l'enregistrement se fera donc ici sur le site de MySignin, qui est un site de Microsoft qui permet d'avoir toutes les méthodes de connexion de l'utilisateur. Et de la même manière que j'aurais pu ajouter d'autres types de méthodes d'authentification, eh bien, je vais ajouter la méthode par clé FIDO. Cette clé de sécurité, on va me demander simplement de l'enregistrer, et vous verrez juste après un cas d'usage de connexion avec la clé FIDO. En termes d'enregistrement, on aura toujours les mesures de sécurité. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir déjà du MFA en amont, puisqu'on va vous demander le login, le mot de passe et la notification MFA. Là, c'est ce que vous venez de voir. Il y a eu simplement une notification. La personne qui a eu cette notification a rentré bien entendu le MFA et va définir le type de clé qu'elle veut utiliser. Le choix, c'était encore une fois USB ou NFC. Pas plus de choix que ça. Et c'est déjà très bien. Et là, vous allez avoir simplement une configuration donc, du compte qui va demander tout un tas d'autorisations de manière à ce qu'il y ait une communication entre vos comptes et la clé. La clé, vous le voyez tout en bas à droite, ici, vous allez la mettre directement dans l'appareil. Vous allez rentrer votre code PIN de sécurité, qui reste toujours le code unique et stocké nulle part. Et derrière, on va vous demander de toucher votre clé. Alors, pour enregistrer aussi, bien sûr, l'empreinte. Donc, on peut vous le demander 2 ou 3 fois selon les clés. Et derrière, vous avez une clé de sécurité qui est configurée, qui est utilisable pour faire de l'authentification multifacteur. Alors, je vais avancer sur la minute Windows. Voilà. On peut renommer, bien entendu, la clé comme bon nous semble, puisque cette clé-là, si je la perds, il va falloir la remplacer, bien sûr. Je peux aussi avoir plusieurs clés. Une clé uniquement sur la partie USB, puis une clé uniquement sur la partie NFC. Donc, il faut que je puisse les reconnaître. Donc, la possibilité est bien entendu de les renommer. En termes de connexion, au lieu d'avoir une notification sur une application, je vais avoir du coup à rentrer ma clé FIDO. Donc, je suis devant mon appareil, je rentre ma clé FIDO, on me demande une sécurité avec le code PIN que je vais rentrer, et puis derrière, je vais devoir renseigner du coup mon empreinte digitale sur la clé, tout simplement. Donc, en termes d'utilisation, on est sur quelque chose qui est quand même très confortable. On sait faire le compromis finalement entre le confort de l'utilisateur et la sécurité. Donc là, c'était pour les explications. Je vais prendre une petite minute pour vous partager du coup une démonstration pour aller encore plus loin, puisque ces clés de sécurité et ces authentifications multifacteurs sont effectivement très intéressantes. Par contre, on va voir qu'on pourra faire beaucoup de choses plus granulaires finalement sur les authentifications. Je vais vous présenter ici, alors là, on va plutôt s'adresser aux administrateurs de la partie sécurité. Mais une fois que vous êtes sur votre centre d'administration Microsoft 365, vous avez la possibilité de gérer une sécurité ici, sur la gauche, dans la partie, si je ne m'abuse, Azure Active Directory. Alors, effectivement, il y a un centre d'administration sécurité, mais on va toujours partir de l'Azure Active Directory qui va permettre de gérer mon répertoire, mes logins, mes mots de passe, mes MFA. Hop, voilà. Et une fois qu'on sera sur ce centre d'administration, finalement, on aura la possibilité d'augmenter encore plus l'authentification. L'authentification multifacteur, elle vient avec n'importe quelle licence de Microsoft. Par contre, ce qu'on va voir ici, ça vient avec un minimum de l'Azure Active Directory Premium, P1 ou P2, et vous allez avoir la possibilité justement de mettre des accès conditionnels. C'est dans la partie sécurisée, accès conditionnel ici, et ces accès conditionnels, ce sont des conditions soit pour bloquer des connexions spécifiques, soit pour autoriser des connexions en fonction de conditions bien définies. Pour faire très simple, je n'irai pas forcément au bout, je ne vais pas l'enregistrer, mais appelons-la Toto, cette stratégie. Et cette stratégie-là, je vais pouvoir l'affecter à soit l'intégralité de mes utilisateurs ou soit à un groupe particulier. Imaginons que j'ai, pourquoi pas, alors ce n'est pas le cas ici, mais je pourrais avoir un groupe d'utilisateurs, eh bien j'en ai, pourquoi pas, pour des commerciaux terrain.
Et j'ai envie de renforcer la sécurité pour ces commerciaux terrain, par exemple. Eh bien, je vais pouvoir sélectionner ce groupe-là, ou bien encore une fois l'intégralité de mes utilisateurs, et je vais pouvoir spécifier à quel moment je veux renforcer l'authentification multifacteur. Je peux sélectionner des applications en particulier, ou bien l'intégralité des applications cloud, par exemple. Donc ici, je vais simplement prendre toutes les applications cloud. On m'avertit bien entendu que, attention, il ne faudrait pas bloquer l'accès de certaines personnes qui n'auraient pas encore été dans la stratégie, pas de souci. Et dans les conditions, c'est là où ça devient intéressant. C'est que vous allez pouvoir en fait tout simplement définir si vos utilisateurs doivent absolument être sur un type d'appareil en particulier, un iOS, un Windows, un Android, etc., pour pouvoir se connecter. On va pouvoir aussi aller sur des conditions d'emplacement. Et là, ça devient extrêmement intéressant, puisque dans les emplacements, dans votre Azure Active Directory, vous pouvez faire une liste complète des emplacements que vous connaissez, vos bureaux, les différentes adresses IP, pourquoi pas aussi les emplacements des employés lorsqu'ils sont en télétravail ou en déplacement. Et une fois que j'ai les emplacements listés, ici moi j'en ai qu'un seul, je peux autoriser les connexions pour ces emplacements uniquement. Ou bien je pourrais dire, je mets du MFA pour toute personne n'étant pas au bureau, et lorsqu'on est au bureau, on a passé les portiques de sécurité, etc. Bah, je vais mettre un MFA simple, ou bien pas de MFA du tout. En tout cas, on va pouvoir avoir quelque chose de granulaire sur la manière aussi dont on va se connecter. Est-ce que ça a été un client lourd ou web? Voire même, pour aller plus loin, inclure des appareils spécifiques pour lesquels on a soit l'ID, soit le nom, et je peux lister les appareils qui ont le droit de se connecter à une application en particulier et pour lesquels je vais mettre en place une authentification forte. Cette authentification forte, on l'aura dans les contrôles d'accès. À ce niveau ici, on pourra soit donc, en fonction de ce qu'on veut faire et si les conditions sont respectées, soit bloquer l'accès ou accorder l'accès avec du MFA simple ou une force d'authentification qui va être soit du MFA, comme on le connaît, du MFA sans mot de passe, donc qui obligera d'avoir au minimum l'empreinte digitale, ou le MFA anti-hameçonnage, Windows Hello ou les clés FIDO, les deux seuls protocoles qui aujourd'hui sont complètement sécurisés. Et derrière, bien entendu, je vais avoir la possibilité de gérer la fréquence de connexion par défaut. On vous redemandera une connexion forte avec login, mot de passe, etc. Tous les 90 jours. Mais bien entendu, vous pouvez vous-même moduler cette fréquence de connexion, de réauthentification. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez juste besoin d'activer la stratégie. Elle sera donc disponible pour l'ensemble des utilisateurs que vous avez sélectionnés et selon les conditions qui auront été mises en place. Donc voilà un peu pour la démonstration. Je vais laisser la main du coup aux collègues sur la suite. Merci Kevin. Bonjour, du coup, je reprends la suite concernant Keeper. Keeper, ça va être comment activer le MFA avec Keeper. Mais avant ça, je vais très rapidement vous présenter donc Keeper et et son fonctionnement et même grossièrement le gestionnaire de mot de passe, parce que peut-être pas vous n'êtes pas tous familiarisés avec le gestionnaire de mot de passe. Du coup, Keeper, c'est un gestionnaire de mot de passe qui est intuitif et hautement sécurisé. On verra hautement sécurisé pourquoi, juste après dans la prochaine slide, pardon. Mais au niveau de l'intuitivité, en fait, ça va être un gestionnaire de mot de passe qui va vous permettre d'avoir une solution cloud pour gérer vos identifiants, vos mots de passe de manière sécurisée. Vous allez pouvoir générer vos mots de passe, les enregistrer et pouvoir les pousser sur vos sites favoris que vous utilisez tous les jours, hein. Typiquement, on a parlé de Microsoft Office 365 juste avant, de votre boîte mail cloud, vos logiciels métiers. Tous ces logiciels-là pour pouvoir vous identifier de manière sécurisée. En plus de ça, du coup, on aura la possibilité d'ajouter, donc, comme on a pu le dire, le double facteur, la double authentification. On le verra juste après. Donc, vous n'aurez plus besoin typiquement d'un téléphone professionnel, comme a pu le dire Melwin, mais juste du coup de pouvoir scanner le QR code ou même typiquement d'ajouter toutes les informations de double authentification sur votre archive Keeper
pour pouvoir du coup avoir un mot de passe qui va générer directement dans votre archive et pouvoir le pousser directement sur votre site. Keeper aussi, vous aurez, on le verra aussi juste après dans la partie démo, parce que sur la partie démo, je vais vous présenter du coup la console d'administration, le coffre-fort, puis on fera une petite démo de comment ajouter un MFA et comment l'utiliser. Mais du coup, une des fonctionnalités principales aussi de Keeper, ça va être de pouvoir partager, ses mots de passe, partager ses archives avec ses équipes, avec, du coup des utilisateurs Keeper, de manière sécurisée. Donc, quand je vous ai dit que Keeper, c'est une solution cloud, c'est une solution cloud, c'est vrai, donc hébergement en France, en Europe, pardon, et à côté de ça, on va avoir un chiffrement local. C'est-à-dire qu'en fait, pour parler, de la sécurité, on va avoir donc un chiffrement global à Keeper. Donc le coffre-fort va être chiffré en AES 256 directement, et à côté de ça, on va avoir chaque archive qui elles-mêmes vont être chiffrées en AES 256 directement en local. Donc ça veut dire que chez Keeper, il n'y aura aucune archive en clair, aucun mot de passe en clair. Donc c'est-à-dire que demain, vous perdez par exemple, votre mot de passe principal, vous perdez votre question de sécurité, et bah, grossièrement, vous avez, perdu, votre coffre-fort. On le verra après, il y a des moyens, il y a des solutions pour éviter ce genre de problème quand même, parce que le but c'est pas de mettre tous ces mots de passe dans un même sac et de perdre le sac, hein, mais c'est le la fonction, enfin l'utilisation principale. Le but c'est que vous soyez le seul à connaître, concrètement les mots de passe. Donc aussi ce Keeper, c'est une solution qui est certifiée, ISO, 27001. Donc l'ISO 27001, c'est la norme qui permet, enfin la norme qui indique, les sécurités des systèmes d'information au niveau international. On va aussi avoir du coup, un outil qui va être pratique à administrer. Donc pour les administrateurs, ça va être un endroit, on le verra sur la console d'admin, où vous allez pouvoir générer beaucoup de rapports. Vous allez pouvoir, forcer les utilisateurs à, par exemple, modifier leur mot de passe principal, à utiliser typiquement de la double authentification pour se connecter à leur coffre-fort. Ça va être typiquement, pouvoir, intégrer Keeper avec certaines API. Vous allez enfin, ça va être vraiment une vraie console d'administration complètement dédiée, à l'entreprise, en fait. Ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est je vais vous présenter, très rapidement, enfin très rapidement, rapidement, la démo. Donc pour ça, je vais partager mon écran. Tac. Normalement, vous devrez voir mon écran. Donc là, on se retrouve sur, le coffre, sur la partie Keeper, sur la console d'administration Keeper. Je vais vous montrer très rapidement le coffre-fort. Ici, on a le coffre-fort, donc avec les dossiers partagés juste ici, et les archives. On reviendra au coffre-fort juste après, et après ça, on refera un petit point, sur le Keeper file qu'on va pouvoir voir juste ici. C'est l'extension de Keeper, mais on verra ça par la suite, tout vient à temps. Pour la console d'administration, on a du coup ici la partie d'admin. Donc la partie admin, faut voir ça un peu comme un AD, comme un Active Directory. On va avoir du coup nos utilisateurs. Donc forcément là, les nœuds, ça va être des nœuds tout simplement. On va avoir nos utilisateurs, nos rôles. Nos rôles, ça va être un peu comme nos GPO. On va pouvoir, montrer, ce qu'il faut faire, interdire certaines actions aux utilisateurs, décider de la complexité d'un mot de passe typiquement, ce genre de choses. On va avoir du coup toute la partie équipe, où là ça va être un peu comme les groupes de sécurité sur l'AD, où là en fait, ça va être des équipes, on va pouvoir directement mettre des utilisateurs dessus. On va avoir la partie méthode d'authentification à double facteur, où ici, en fait, ça sera vraiment pour se connecter au coffre-fort. Donc là, le but, c'est de se connecter de manière sécurisée au coffre-fort. Donc comme nous l'a présenté juste avant Kevin, typiquement, on va avoir les clés de sécurité, les SMS, les applications de double authentification. On va avoir après, du coup, la façon, d'approvisionner les utilisateurs. Donc en fait, on va avoir plusieurs moyens d'approvisionner nos utilisateurs sur la console d'administration, avec typiquement du SSO Connect, de l'Active Directory, de l'Azure, ou alors même quelque chose de très classique, hein, mais via adresse mail. Tac. Pour la partie utilisateur, du coup, au niveau des utilisateurs, on va avoir plusieurs rôles qu'on va pouvoir
définir, plusieurs équipes qu'on va pouvoir définir directement et plusieurs nœuds qu'on va pouvoir définir directement dans les utilisateurs. Donc, comme je vous disais, on va pas pouvoir modifier le mot de passe de l'utilisateur, mais par contre, on va pouvoir transférer le compte. Au niveau du transfert de compte, c'est une petite option à activer juste avant, en fait, dans les rôles, où on va définir directement en bas le transfert de compte pour en fait, à partir du moment où, par exemple, un utilisateur perdrait son mot de passe ou même, tout simplement partirait de l'entreprise et que dessus, bah, du coup, c'est la propriété de l'entreprise, hein, c'est les identifiants, pardon, bah, de compte, au niveau de l'entreprise et bah, si c'était une DAF, par exemple, qui part et ben, on va pouvoir prendre son coffre-fort et le transférer soit à sa responsable, soit à son remplaçant directement pour qu'elle puisse directement avoir, tout ce qui va être identifiant, bah, pour prendre le poste. Au niveau d'autres politiques d'exécution, on va avoir plein d'autres réglages. Les paramètres de connexion typiquement, pour se connecter au coffre-fort, la double authentification comme je vous disais, les restrictions de plateforme, donc on va pouvoir décider que nos utilisateurs utilisent uniquement, bah, soit le coffre-fort internet, soit le coffre-fort via l'application de bureau ou qu'on interdise l'extension typiquement. Ça va être des choses qu'on va pouvoir faire. On va avoir aussi les options du coffre-fort. Donc pour typiquement masquer les notes, masquer les mots de passe, pour que les utilisateurs, bah, ne puissent pas avoir, l'œil typiquement, au niveau de l'archive pour cliquer dessus et bah, typiquement là, affichage de l'œil et copie, d'un mot de passe d'un champ masqué qu'on peut activer ou désactiver directement. On va pouvoir décider des types d'archives que les utilisateurs vont pouvoir utiliser, parce que comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de types d'archives et bah, on ne considère pas forcément que, bah, en marketing, notre employé en marketing, il n'a pas forcément besoin d'utiliser des clés SSH ou alors des licences logicielles. À ce moment-là, on va pouvoir lui désactiver, bah, lui fluidifier son coffre-fort. Pareil au niveau des partages et des chargements, on va pouvoir empêcher le partage de dossiers ou d'archives. On va pouvoir empêcher du coup les partages d'archives avec des utilisateurs en dehors de Keeper Entreprise. C'est des choses qu'on peut mettre en place pour, on va dire, titiller l'utilisateur, améliorer la sécurité de nos mots de passe de l'entreprise. On va avoir la partie entreprise managée pour pouvoir, bah, si vous êtes une entreprise, une SS2I qui aime vous-même avez des clients et bah, vous allez pouvoir créer leur propre console pour qu'ils puissent, que vous puissiez gérer et bah, les identifiants, les mots de passe, enfin du moins les coffres-forts de vos clients. C'est une console qui ressemble exactement à celle que vous avez vous, sauf que vous avez, du coup en moins l'entreprise managée. La partie audit de sécurité où vous allez pouvoir avoir du coup un score global de votre entreprise avec du coup en précision la complexité du mot de passe, les mots de passe d'archives uniques et l'authentification à double facteur. Est-ce qu'elle est activée? Est-ce qu'elle n'est pas activée? Et puis on va pouvoir voir ça directement pour chaque utilisateur. Donc le nombre de mots de passe faibles qu'il utilise, le nombre de mots de passe moyens, le nombre de mots de passe forts. En voyant ça, on ne voit pas les mots de passe. Ça, c'est quand même un point important. On ne voit toujours pas les mots de passe, c'est uniquement les haches de mots de passe qui sont vus et qui sont comparés et du coup, on peut faire, pardon, un pourcentage de sécurité avec ces haches de mots de passe déjà. Pardon, on va avoir la partie Breach Watch. La partie Breach Watch, ça va être en fait une analyse du dark web pour voir les mots de passe qui ont fuité. Donc typiquement, on va pouvoir voir que l'utilisateur, donc là, Fanny Demo, et bah, elle a 62 mots de passe qui sont passés, aucun mot de passe ignoré, aucun mot de passe qui présente de risque. Donc cet utilisateur, on va voir que c'est un mot de passe, exemplaire, hein. Là pour le coup, 62 mots de passe, passés, pas de aucun risque, rien d'ignoré. Il a bien répondu aux attentes de Keeper. Alors que là, pour le coup, avec cet utilisateur-là, on va avoir 4 mots de passe à risque qui n'ont pas été modifiés et qui potentiellement sont vulnérables. Donc c'est des mots de passe qui ont été, détectés, donc le hash toujours, hein, pas le mot de passe en clair, le hash a été détecté sur le dark web et du coup, il enchaîne un risque. Rapport et alerte où vous allez pouvoir du coup générer des rapports que vous allez pouvoir, bah, vous envoyer concernant, bah, tout ce qui se passe sur votre console, les risques qui s'y passent. Par exemple, les alertes Breachwatch que vous allez pouvoir avoir, les modifications de mots de passe, donc de mots de passe non voulus. Vous allez pouvoir mettre en place une journalisation externe avec du coup, un Elastic, un Splunk, un Simonologic, un Datadog typiquement. Ça va être des solutions pour externaliser et avoir des informations directement, bah, sur vos CIEM.
la partie abonnement, où vous allez pouvoir voir toutes vos extensions, parce que malheureusement, Keeper se décompose en plusieurs paquets. On va le voir ici. On va avoir plusieurs abonnements, donc Keeper Entreprise Plus, Keeper Business Plus, Keeper Entreprise. Grossièrement, les grosses différences, ça va être business, vous n'allez pas pouvoir faire de l'intégration avec typiquement Azure, AD, avec des fonctionnalités d'entreprise tout simplement. Et puis Keeper Entreprise, vous allez pouvoir avoir tout ce qui va être SSO Connect, AD, la gestion d'API, ce genre de choses. Et les autres grosses différences, ça va être du coup l'ajout du Bridgewatch, l'ajout du rapport, l'ajout de l'audit de sécurité aussi. Ça, c'était pour la partie console d'administration qu'on a pu voir en très rapidement. Pour la partie pour la partie gestionnaire de mot de passe, ça c'est pas bon. Pour la partie gestionnaire de mot de passe, on va avoir du coup ici des dossiers qu'on va pouvoir à l'intérieur avoir nos mots de passe tout simplement, notre arborescence avec nos mots de passe et puis directement pouvoir accéder à nos archives. Quand on va créer une archive, on va pouvoir lui donner un nom. Là, on va lui donner un nom un peu bidon, c'est pas très grave. Et dessus, on va retrouver du coup les informations importantes. Nom d'utilisateur, mot de passe. On va pouvoir y joindre des fichiers, des photos, des champs personnalisés. Dans les champs personnalisés, on va pouvoir trouver tout type de champs personnalisés, texte, ajout d'un champ masqué pour pouvoir typiquement, vous savez, là, on va faire une petite, oui, on va faire une petite démo pour avoir ici typiquement Customer ID. On va vouloir se connecter sur Tech Data. Il va nous pousser les mots de passe sur le troisième champ, s'il nous le détecte. Oui, tac. Password. J'ai été déconnecté, je me reconnecte très rapidement. Tac. Et on reprend. Et il va nous pousser donc nos mots de passe et notre troisième champ directement sur les champs voulus. Oui, donc ensuite, au niveau du coup de la double authentification, on va pouvoir retrouver donc typiquement l'ajout d'un QR code. Donc là, je vais vous faire très rapidement la démo. Donc là, on va retrouver la connexion à notre compte, hein. Donc elle se fait via l'extension donc Keeperfile qu'on retrouve juste ici. Où dessus, vous allez pouvoir du coup avoir nos archives correspondantes sur le même site. Donc là, on va voir typiquement qu'on a deux identifiants identiques. Et il va nous les proposer pour qu'on puisse choisir lequel nous convient. On va pouvoir se connecter à la console d'administration et mettre en place les différents réglages de connexion pour Keeperfile. Une fois qu'on a poussé notre mot de passe, il va se connecter, pousser notre mot de passe également, se connecter. Là, je n'ai absolument rien fait. Et on va mettre en place la double authentification. Donc là, je souhaite utiliser une application d'authentification. Ilias, on a juste Oui. une question qui est remontée Ouais. dans le fil. Est-ce que tu y as accès? J'y ai accès. Ah, pardon, j'étais pas dessus, mais Ok. je peux l'avoir. Bonjour, est-il possible depuis Keeper de partager un mot de passe vers une personne externe à Keeper? On voit ça juste après, il n'y a pas de souci. Application d'authentification, confirmé. Suivant. Non. Je vais notre méthode. Application. Voilà, pardon. Il va nous gérer notre QR code. Et ici, du coup, on va pouvoir faire modifier notre archive, ajouter un double facteur, scanner le QR code. Il va nous ouvrir cette petite fenêtre-là. Et après, on va pouvoir directement ouvrir notre page, scanner notre QR code, QR code found, format invalide pour protéger les. Mais pourquoi il ne veut pas? Le démo, c'est jamais. Ça, c'est les aléas du direct. Les aléas, on a beau se lever le matin à 7h, faire la démo, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Tu as déjà enregistré peut-être le token? Non, c'était un compte vierge. Ok. Application de notification, confirmé.
Non, oui. Scanner. Voilà. Et il nous ajoute notre authentificateur directement ici. On fait enregistrer. Et là, on peut faire suivant. On ajoute le code. Hop. On fait un petit copier. Un petit coller. Non, pas ça. Je suis pas sûr que tu l'aies bien copié. Je l'ai pas bien copié, je pense. Mot de passe principal parce que sur le dossier direction, eh ben, je suis obligé de renseigner mon mot de passe parce que je ne veux pas qu'on puisse le voir. Hop. Tac. Je renseigne mon mot de passe principal, je peux le copier et je fais suivant. Là, pour le coup, c'était la première connexion, du coup, il nous le demande. Mais si demain, je m'identifie pour la première fois, et ben, l'extension file, keeper file, pardon, poussera directement la double authentification sur le site. Je réponds à la question concernant le partage de compte en externe. Si on partage notre compte, on va avoir la possibilité soit de le partager, du coup, comme je vous disais parmi les slides, avec des équipes ou avec des contacts, enfin des utilisateurs Keeper, ou alors on va pouvoir mettre en place un partage ponctuel directement avec une durée ou une date et heure personnalisée. Donc là, on va mettre une heure, on va le générer et on va pouvoir lui envoyer directement le lien ou alors directement lui envoyer par mail. Une fois qu'on a copié notre lien et qu'on l'a envoyé, l'utilisateur va pouvoir se connecter et il va pouvoir accéder à l'archive, accéder au mot de passe, accéder aux fichiers s'il y a des fichiers à l'intérieur, accéder aux archives s'il y a des informations à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Tac. C'est le partage d'un compte et puis c'est possible de le faire depuis une archive. Complètement. Également. Complètement, oui. C'est possible de le faire depuis une archive, depuis un dossier partagé. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur le coffre-fort, il y a d'autres choses qu'on peut voir. Ça va être ici. Tac. Au niveau de la sécurité, vous allez devoir mettre ici votre méthode d'authentification, votre clé de sécurité également. Vous allez avoir la possibilité d'importer vos mots de passe de votre gestionnaire de mots de passe que vous utilisez si vous en utilisez un par le passé, ou alors même depuis un navigateur. On sait que beaucoup d'utilisateurs renseignent leur mot de passe sur leur navigateur. C'est pas très bien, parce que si on avait un peu de temps, je vous montrerais qu'en 15 minutes, j'accède à votre mot de passe dans un beau fichier Excel avec identifiant à gauche, mot de passe à droite, mais malheureusement, ça se fait encore facilement. Et là, c'est la possibilité d'y importer depuis votre navigateur directement. Vous avez aussi également une fonctionnalité qui peut être sympa avec Keeper, c'est que dans les abonnements, vous allez comprendre Keeper Family. Ça va être une fonctionnalité qui va vous permettre d'avoir un compte. Si vous avez un compte Keeper, un coffre-fort Keeper, vous allez pouvoir disposer d'une licence Keeper Family pour vous éviter en fait de renseigner au même endroit, dans le même coffre-fort, vos identifiants personnels et vos identifiants d'entreprise. Le but, c'est vraiment de séparer les deux pour que demain vous partiez, vous laissiez votre place, et bah malheureusement, on prend votre coffre-fort, on le transfère à votre remplaçant en fait. Et là, il va pouvoir disposer des nouveaux identifiants d'entreprise avec tous les identifiants de connexion. Tac. C'est tout ce qu'on pouvait voir avec Keeper, du moins ce qu'on peut voir en une quinzaine de minutes. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va y répondre. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Ilias. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions-réponses? Est-ce que vous avez des choses à nous remonter, des interrogations particulières? Il y a Christian qui est en train de taper. Il y a Christian qui tape peut-être une petite précision, parce qu'on a souvent cette question-là qui revient sur Keeper Family. Le jour où vous quittez votre entreprise, effectivement, vous avez le choix soit de souscrire en propre à Keeper Family, soit de résilier, de récupérer vos mots pour en faire ce que vous voulez. Voilà. Faut-il une licence Azure P1 par utilisateur pour activer le MFA avec Keeper Entreprise? Je laisse répondre Kevin, mais c'est un non pour moi. Alors, je vais pas m'avancer sur la partie Keeper, mais en tout cas, le MFA n'a pas besoin d'Azure AD Premium P1.
Azure AD Premium P1 en fait amène des sécurités supplémentaires avec l'accès conditionnel. On pourra même penser à P2, qui est la version supérieure qui vient avec la gestion des risques à connexion, des risques d'utilisateurs, et qui va se baser sur une base de connaissances assez complète pour protéger encore plus avec un petit peu d'intelligence artificielle finalement, sans rentrer trop dans les détails. Mais le MFA est disponible dès l'Azure AD de 365. Si vous avez un business basique, par exemple, donc il n'y a pas de P1 derrière, vous avez déjà du MFA. Est-ce que la réponse te convient, Christian? Peut-être aussi pour resituer un petit peu ça, ouais, je laisse Christian répondre. Voilà, ce qu'on peut aussi compléter pour résumer, c'est que finalement, la première méthode de double authentification que vous pouvez facilement activer, c'est bien via l'application Authenticator, qui ne nécessite pas obligatoirement un gestionnaire de mot de passe derrière, qui est gratuite en soi. Authenticator, c'est juste du temps à mettre en place, mais c'est pas payant. Et c'est le premier niveau en termes de bonne sécurité que vous pouvez viser. Si vous avez des utilisateurs qui n'ont pas de smartphone professionnel et qui du coup ne souhaitent pas ou que vous ne souhaitez pas qu'ils installent cette application sur leur smartphone, la solution est effectivement, en tout cas une solution, est d'utiliser un gestionnaire de mot de passe comme Keeper pour le gérer. Et puis, si on veut aller encore plus loin, il y a effectivement les solutions que Kevin a présentées avec de l'Azure P1 ou avec des clés FIDO2. Voilà. Pour resituer un peu la progressivité de ce que vous pouvez mettre en place. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ok, on va peut-être juste du coup enchaîner, et puis de toute façon, on est à votre disposition par la suite pour vous accompagner de manière plus personnelle. Vous avez ici accès à une offre promotionnelle qui vous permettra de profiter d'1 mois d'abonnement offert sur Keeper. Et puis, si vous souhaitez tester gratuitement Keeper, vous pouvez utiliser le lien qui s'affiche sur la page et que l'on va vous mettre également en commentaire. Pour aller tester. On peut vous accompagner bien sûr sur le test si vous le souhaitez. Vous pouvez donc retrouver nos coordonnées soit de votre interlocuteur commercial connu, soit si vous ne nous connaissez pas encore, n'hésitez pas à passer par moi et puis je vous aiguillerai vers la bonne personne. Et on vous passe rapidement nos prochains rendez-vous avec le Hellfest qui aura lieu le 17 et 18 juin et auquel on sera présent comme tous les ans. On a notre barbecue party le 22 juin à 18h. La matinale co-management qui est prévue le 12 octobre, où on pourra rentrer un petit peu plus dans la logique de services de sécurité managés avec Bitdefender Evade. Et puis un webinaire sur le thème de SimpliVity qui sera à organiser en fin d'année. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous et à toutes pour votre participation. On reste à l'écoute. Merci également aux intervenants et très bonne journée à toutes et à tous. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci, bonne journée. Ilias. À bientôt. Au revoir. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Merci Olivia. Et... Merci Florentin.